Le boulanger du coin peut devenir Marie Blachère, clairement. Le restaurateur du coin peut devenir McDonald's. La seule limite, c'est ce que tu choisis en fait de te mettre comme limite. On fait grossir une petite boîte pour qu'elle devienne une grosse boîte, ou est-ce qu'une grosse boîte, elle est née grosse boîte? Quand le gars, il part de sa précédente intervention, je reçois un SMS pour me dire je suis là dans X minutes. Et le mec était à l'heure. C'est un peu plus compliqué cette année, c'est un peu plus mou. La concurrence est beaucoup plus élevée, les CPC explosent. Bon, après de longues semaines, de longs mois même d'attente et de non-tournage et non-production des gros mots, du coup, je dois me justifier un petit peu. C'est le nouveau format des gros mots. C'est le nouveau format de ce podcast. J'en ai marre de tous ces podcasts où on invite des gens qu'on filme pour raconter leurs histoires, leurs trucs comme ça. Hein. On l'a fait pendant 2 ans, c'était trop bien. Et d'ailleurs, je remercie tous mes invités. Et tous mes invités, je vais les réinviter pour ce nouveau format. Et voilà, le monde du podcast, en ce moment, moi, c'est un truc, ça me sort un peu par les yeux. Parce que tout le monde fait pareil. Tout le monde fait pareil et moi, j'aime pas faire comme les autres. Et donc, j'ai envie qu'on fasse de ce podcast une émission, une sorte de radio libre où on peut se punchliner, où on peut vraiment honorer le nom, les gros mots. Et aujourd'hui, du coup, j'ai invité 3 potes. Et je vais les présenter juste après, mais juste avant, jingle. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, ça y est, c'est lancé. Alors, je vais vous présenter, messieurs, dames. Je vais commencer par les dames, si vous voulez. Alors, je sais que c'est pas très moderne de commencer par les dames. On se fait un peu critiquer quand on le fait. Mais Alicia, est-ce que déjà, comment vas-tu? C'est super plaisir de te recevoir. Ça va bien, merci. Et toi, Gérald? Merci ça va au de top. me recevoir chez toi. Ouais, top. En plus, je sais que tu es une assidue du podcast. Tu les écoutes. Et d'ailleurs, tu te plaignais cette semaine quand on s'est appelé. Tu te plaignais qu'il n'y en avait pas. J'ai dit, écoute, viens enregistrer le prochain avec nous. Et comme ça, tu seras aux premières loges. Avec grand plaisir. Je suis très honoré et très content d'être là, d'être de l'autre côté de la caméra. Bon, top. Et du coup, est-ce que tu peux présenter ton activité professionnelle? Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Du coup, moi, je suis consultant de business. J'aide les entrepreneurs sur la partie organisation et gestion financière. Et à côté de ça, j'ai une agence de prestation de services spécialisée dans l'e-commerce. Ok, tout type de e-commerce. Il y a des e-commerce de marque, il y a du dropshipping, il y a plein de types de Essentiellement e-commerce. du dropshipping. Ok, super. Donc on va aborder, vous allez vite le comprendre, on va aborder pas mal le e-commerce aujourd'hui. Gab, toi aussi tu connais bien le podcast de l'intérieur plutôt, et là aujourd'hui tu es à la cam. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va au top. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je suis très content d'être là parce que ça faisait déjà depuis le mois de mars, je me rappelle une discussion où j'étais tanné pour arrêter de faire des podcasts one-to-one. Donc je suis très content que tu le fasses, encore plus d'être là pour le premier. Du coup, moi c'est Gabriel, j'ai une agence de développement de logiciels. Principalement, on travaille avec des e-commerçants, des infopreneurs et plus largement dans l'industrie du SaaS. Ok, trop bien. Super. Et tu édites aussi des sites en nom propre pour toi, pour ton propre compte? Ouais, également. La plupart des choses que je propose, on a toujours lancé en interne au moins une ou plusieurs fois. Donc que ce soit du SaaS, de l'e-com ou tout autre type de sujet qu'on pourra aborder aujourd'hui, je pense. Ok, super. Et le troisième, le breton de la bande, on a quoi? On a presque quadrillé le territoire tous ensemble. Johan, comment vas-tu? Quadriller la zone, ouais. Super, et toi? Ça va au top. Merci pour cette invitation, c'est trop cool. Très content d'être là. Et toi, en plus, tu bosses sur le podcast puisque tes équipes en font la promotion. Ils en font la publicité. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie?
Carrément. Du coup, moi, j'ai monté l'agence DAC en 2011. C'est une agence donc spécialisée dans le media buying sur tout l'écosystème Google. Donc, on est spécialiste sur la partie achat d'espace, à la performance, sur tout l'écosystème de Google. Donc, on fait à la fois du e-commerce, de la génération de leads, un petit peu de branding, mais c'est vraiment anecdotique. Et j'ai aussi une activité de coaching sur la partie média buying. Donc, ouais, activité de coaching, d'accompagnement. Et donc, voilà, je termine la presse. Tu fais de la lead gen pour tout type d'activité et aussi de la perf sur du e-commerce, c'est bien ça? Exactement. Pour redonner du contexte aussi, Johan, c'est mon plus ancien collaborateur. En tout cas, on a collaboré tous les deux dans nos business respectifs depuis bien longtemps, au début de mon activité. C'est grâce à Johan qu'il y a certains de mes business qui ont cartonné. Donc voilà, quand j'ai présenté Johan à mes potes, je me suis dit attends là je suis pas en train de présenter le secret, mon truc, ma secret sauce là. En fait, je suis hyper content que tu développes le business. Et d'ailleurs, tu as rejoint le mastermind comme Gab et comme Alicia. Vous avez rejoint le mastermind cette année. Donc on se voit à longueur de semaine en plus de collaborer ensemble. On se voit souvent. Et du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais, Gab, toi aussi, ce côté podcast one-one, t'es moins. J'ai l'impression que ça structure. Je sais pas quel est ton avis par rapport à ça. Je sais qu'Alicia, elle lance bientôt son podcast, donc on va pas lui savonner la planche non plus, mais en tout cas, c'est quoi ton avis par rapport à tout ça? Que l'offre est hyper présente sur le marché. Tu veux écouter du podcast one-one, t'en as autant que tu veux. Par contre, tu veux écouter des tables ou des espaces de discussion, t'en as beaucoup moins. Et c'est vrai que quand on en parlait, moi, ce que je te disais, c'est que je trouvais le format un peu lassant. Il est intéressant, mais quand tu t'enchaînes 4, 5, 6 podcasts one-one, au bout d'un moment, tu décroches, quoi. Et donc, c'est vrai que je trouve ces formats interactifs plus intéressants, et ça amène aussi de la spontanéité. Tu sors un peu des questions classiques, quoi. Quand on en parlait, je me rappelle, je te disais, en gros, tu fais du one-one, t'as toujours un peu les mêmes questions qui reviennent, la personne qui vient à moitié faire son autopromo. Là, quand tu es dans un échange, c'est une discussion comme on pourrait l'avoir de manière très informelle, comme on l'a tout le temps, sauf qu'on s'enregistre, quoi. Pour moi, on serait au café, ce serait pareil. Ouais, c'est un peu la promesse, hein. Quand je reçois quelqu'un, je dis, c'est un peu comme si on était au café, si on était en train de prendre un verre en terrasse, on discute entre entrepreneurs et on avance. Mais c'est vrai que, en fait, tu regardes la structure narrative des épisodes, elle est toujours un petit peu la même, et c'est dommage. Alicia, toi, du coup, tu es en plein dans un projet podcast là en ce moment, tu es dans la réflexion plutôt très avancée sur le podcast. Quel est ton avis par rapport à tout ça? C'est vrai que je rejoins un peu Gab et un peu ton sentiment de dire que c'est toujours pareil. Et au-delà du fait qu'on ait beaucoup de one-to-one, on a aussi beaucoup de one-to-one avec les mêmes personnes. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis vraiment 2-3 podcasts. Et tu peux être sûr que si un invité va chez l'un, il ira chez l'autre. On a 50 à 70% du contenu qui est le même. C'est pas très rigolo. Et moi, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il faudrait apporter une touche un peu plus controversée. Je m'explique. C'est-à-dire que on est souvent là pour caresser dans le sens du poil l'invité qu'on a, lui dire c'est bien ce que tu as fait, etc. C'est génial, donne-nous des tips, fais-nous une masterclass, blablabla. Et on ne confronte pas assez en fait les invités en tant que podcasteur. Et j'aimerais trouver un podcast un peu plus punchy sur les invités, genre en gros, tu vois, à la mode Thierry Ardisson à l'époque de, je sais plus son émission, comment elle s'appelait. Dans la bienveillance, bien évidemment, mais un truc où tu challenges la personne, où tu lui dis, bon, là, t'as fait de la merde, explique-nous, etc., etc. J'aimerais bien entendre une ligne éditoriale comme celle-là. Mais il y a le format du crayon. Donc, vous avez rencontré Valorant dans le mastermind, mais les débats qu'ils font, je trouve ça hyper intéressant. Ils peuvent faire asseoir à la même table une actrice porno et un prêtre. Et en fait, ils arrivent à avoir du débat comme ça. Alors, c'est pas du podcast, c'est plus format YouTube, etc. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, la confrontation d'avis. Et d'ailleurs, maintenant, on le voit dans les posts, même quand on apprend le copywriting sur LinkedIn, etc., on essaie toujours d'avoir quelque chose de contrariant, c'est-à-dire d'essayer d'aller un peu à contre-courant. Donc maintenant, on tombe dans la mode où tout le monde va vouloir être à contre-courant. Première mode, c'était voilà mon histoire, comment voilà, j'ai grandi dans d'atroces souffrances, j'ai réussi avec une difficulté de dingue. Et puis là maintenant, et donc voilà, tout le monde a fait ça. Genre backstory, le parcours du héros. Et là maintenant, tout le monde va se retrouver à faire des trucs contrariants. Et d'ailleurs, dans la structure narrative du podcast, j'ai prévu un thème contrariant à la fin. Le troisième, ça sera un thème contrariant. Donc, mais je pense que c'est par mode et ça rend fade un peu tout le contenu. Donc je partage un peu.
Et j'ai aussi l'impression, et c'est d'ailleurs pour ça, moi, je veux amener ce format comme ça avec plusieurs personnes, c'est que quand on est 4 autour de la table, il n'y a personne qui tire la couverture à soi. C'est juste des règles de bienséance. On met le sujet au milieu et on tourne autour de ce sujet-là. Tandis que si on est qu'en en one-one, si on est un entretien en individuel, forcément, on parle, vas-y, parle-moi de toi. C'est plus format psy, et donc ça s'y prête aussi pour le storytelling. Je sais pas quel est votre avis. Yoann, toi, tu consommes des podcasts? Je commence, mais pas assez. Je commence un peu, mais ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous dites là. Je trouve que ça commence un peu à tourner en rond. On retrouve souvent soit les mêmes invités, un peu les mêmes questions et les mêmes thèmes qui sont abordés, toujours un peu le même fil directeur. Et effectivement, le format one-one, je suis pas un grand fan. Donc ouais, non, c'est cool ce que tu lances là. Je pense que c'est une super idée. Ça va venir un peu bousculer. Et puis je pense que voilà, quand il y a des gens vachement différents autour de la table, ça permet d'aller faire d'aller peut-être un peu plus loin dans les choses et d'avoir des débats un peu plus ouverts aussi. Trop cool. Donc, non, je trouve ça Merci, très cool. merci beaucoup. Et justement, le premier sujet que je voulais mettre sur la table aujourd'hui, de par nos expériences respectives, passées ou présentes dans le e-commerce. Aujourd'hui, on est le 27 novembre, on est le Cyber Monday. Donc, il y a tous les jours quelque chose en ce moment. Et du coup, on en parlait un petit peu en off. Là, comment s'est passé vos Black Friday, que ce soit pour vous, pour vos clients? Comment cette année, ça s'est goupillé? Peut-être Yoann, tu nous disais toi que c'était plus calme que les autres années. Ouais, globalement, c'est un peu plus calme. Pour plusieurs raisons, à mon sens. Alors, c'est mon avis, après, je peux me tromper, mais plus on avance dans le temps, plus Black Friday commence tôt. On avait avant la Black Week, maintenant, après, il y avait la quinzaine du Black Friday. Et là, clairement, dès le 1er novembre, ça a commencé. J'ai même vu certains annonceurs commencer à taper du Black Friday au 28 octobre, en disant les pré-Black Friday. Et donc, du coup, les internautes, ils sont un peu habitués à toute cette vague promotionnelle. Sachant qu'avant, il y a les French Days, enfin, il y a toujours un truc. Et faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte économique un peu compliqué. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est plus. Alors, moi, je parle de ma fenêtre Google Ads. Hein. C'est un peu plus compliqué cette année, c'est un peu plus mou. La concurrence est beaucoup plus élevée, les CPC explosent. Donc, c'est toujours des très beaux chiffres, c'est toujours une très belle période, mais c'est un peu moins haut que d'habitude. Et justement, comment on le prépare d'un point de vue marketing, toi? Qu'est-ce que tu conseilles? Si j'imagine que le Black Friday, on le démarre pas la veille, quoi. Sa préparation. Comment toi tu l'anticipes d'un côté publicitaire? Ouais, alors il y a pas mal de choses. Il y a trois grands aspects. Ça va être chauffer les algorithmes, la créa et les audiences. Ça veut dire qu'en gros, chauffer les algorithmes, ça veut dire que l'algorithme, il faut le préparer. Il veut dire, OK, là, à partir de la semaine prochaine, ça va péter. Donc, tu peux parler à l'algorithme et lui dire, écoute, à partir de la semaine prochaine, mon taux de transfo va faire plus de 20%. Et donc, du coup, tu vas aller lui parler, lui dire ça, et lui, il va, OK, quand ça va arriver, il va automatiquement aller monter, prendre du volume complémentaire, monter les positions pour aller justement accompagner cette hausse de taux de transfo. Moi, j'aime bien aussi chauffer aussi les audiences, c'est-à-dire que je vais aller surinvestir un petit peu avant les grosses. On peut parler Black Friday, mais ça marche pour les soldes, ça marche pour la fête des mères si on vend des fleurs, enfin voilà, pour n'importe quel temps commercial, c'est d'aller un petit peu booster un petit peu avant la période commerciale pour justement venir faire gonfler les audiences et les remarketer après pendant le temps commercial. Et puis évidemment les créas, c'est-à-dire que là on va changer toutes les créas pour annoncer ces promotions et annoncer qu'est-ce qui est promotionné avec des bannières toutes noires, Black Friday, Cyber Monday avec un peu plus digital. Donc voilà, c'est les trois gros aspects vraiment à mettre en place. Et puis le jour J, celui de Black Friday, c'est d'être sur le pont pour ajuster ses biddings, quoi. Et j'ai l'impression, dans ce que tu dis, c'est en fait, Black Friday, on fait aussi beaucoup d'argent sur le remarketing, sur la liste. Donc en fait, il y a une notion un peu, j'ai stocké pendant l'hiver et puis c'est le printemps. Là, j'y vais à fond, quoi. Je récupère les fruits de mon travail, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Ouais, parce qu'en fait, donc, sur Google, en tout cas, il y a deux aspects. Il y a l'aspect search et shopping très intentionniste, mais très cher.
c'est-à-dire qu'on va payer très cher le clic. Si on peut faire gonfler avant ces audiences et venir leur proposer des bannières, on va les payer beaucoup moins cher en fait. On va peut-être payer 20-30 centimes le clic, alors que sur le search, on va peut-être le payer 1 €. Donc du coup, ça permet d'aller booster. Et puis là, les audiences, du coup, elles nous connaissent déjà. On lui dit, vas-y, t'as vu ce produit-là, bah maintenant il est à moins 20%, moins 30%. Donc on a beaucoup plus de chances de convertir. Moi, je vois sur des campagnes de remarketing des ROI à 7, 8, 10, là où en search, on est peut-être qu'à 2, 3, quoi. Par contre, évidemment, les volumes sont beaucoup plus bas. Ok. Et là, je suis sur un article juste à côté qui dit que 27% des consommateurs français prévoient, c'est un article qui a été écrit il y a un mois, prévoient de réaliser des achats pendant le Black Friday. C'est juste dingue. Moi, j'aurais pensé que c'était 5, voire 10%, mais maximum. Là, c'est presque un tiers de la population. C'est juste incroyable. Moi, je savais même pas que ma mère, je savais même pas qu'elle savait ce que c'était Black Friday, quoi. Clairement. Donc, par rapport à ça, technologiquement, Gab, toi qui du coup t'occupes de la partie infrastructure, comment on se prépare? Est-ce que justement, est-ce qu'il y a est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous recommander? Ça va être un peu comme la pub. Au final, c'est ton travail tout au long de l'année qui va payer pendant le Black Friday, mais c'est pas ton travail pendant le Black Friday qui va payer pendant le Black Friday. Donc c'est toute l'année qu'on consolide, qu'on fait attention à travailler son taux de conversion, à tester de nouvelles choses, parce que c'est pas le 24 novembre qu'on va faire des tests sur notre UX. Donc on consolide, on fait des tests, on cherche, on débug, et quand on a trouvé, on va l'exploiter fois 2, 3, 10, 20 au Black Friday. Mais je pense qu'il faut plus en tout cas compter sur le Black Friday comme quelque chose qui va cartonner en acquisition froide et ton business il fait x10 du jour au lendemain. Par contre, il faut compter sur ce levier pour actionner tout ce qui fait 2-3 dans le reste de l'année pour le faire 10 ou 20. Et après, nous aussi, sur la partie ads, on va pas avoir un avis très contrariant parce qu'on est beaucoup à faire du Google Ads ici. La concurrence augmente. Il faut pas oublier aussi que les magasins physiques sont de plus en plus emparés de ce truc, ce qui fait que effectivement la plupart des Français maintenant vont connaître le Black Friday avec des opérations physiques, avec des affiches physiques. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que on parle beaucoup de Google Ads. J'ai l'impression que cette année quand même, on observe une inversion, et surtout un retour du format du marketing d'interruption. On a beaucoup fait du marketing intentionniste ces 3 dernières années en disant que c'était le Saint Graal, mais le marketing d'interruption, je pense, a su vraiment se réinventer, à proposer des contenus différenciants et à créer des marques fortes tout au long de l'année, ce qui fait que c'est vraiment, à mon sens, ces stratégies-là qui exploitent le Black Friday et plus vraiment l'intentionniste. En pourcentage, évidemment. Ouais, dans l'interruption, il y a ce côté aussi un peu opportuniste. Donc, si je connais pas la marque, c'est vrai que ça a du sens en fait d'aller les chercher en interruption pour que les gens comprennent. En gros, peut-être que tu peux redéfinir peut-être ce que c'est l'intentionniste et l'interruption. On va avoir l'intentionniste, par exemple, vous allez taper dans Google que vous voulez acheter un vase de décoration. Et donc à ce moment-là, c'est Johan qui va venir se positionner en proposant plein de vases de décoration. Et donc là, c'est assez cher puisque on sait exactement ce que le consommateur veut. Et donc, il y a une vraie concurrence, quoi. Et après, il va y avoir le marketing d'interruption. Donc, c'est là tout ce que vous n'avez pas demandé, mais que vous allez recevoir comme publicité. Ça va être sur TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, et j'en passe. Et je trouve que cette année, tout au long de l'année, on a observé une montée en qualité de ce qui était proposé sur l'interruption. Il y a eu des actions long terme qui ont été menées, parce que un des gros succès aussi de ceux qui font des succès au Black Friday, c'est que quand ils font des actions tout au long de l'année, ils misent pas sur un retour sur investissement immédiat. Ils pensent déjà à la période de fin d'année. Donc, ils travaillent leur image de marque, ils travaillent leur discours, ils travaillent la relation, et avec des contenus de plus en plus quali. On le voit, la plupart des marques, aujourd'hui, ils vont faire des vidéos type podcast pour promouvoir le produit, des vidéos qui paraissent plus à l'arrache, filmées à l'iPhone. Et au final, c'est vraiment la trend qui a pris. Et à mon avis, c'est eux qui ont vraiment réussi à avoir des gros résultats vendredi dernier et tout le mois de novembre. Et tu crois que c'est quel type de marque qui peut mettre en place cette stratégie? Parce que si je suis un dropshipper comme un dropshipper d'il y a 5 ou 6 ans, en mode un petit peu hold-up, est-ce que je vais faire cet effort-là? Enfin, clairement, aujourd'hui, c'est qui met en place ce genre de levier? Les DNVB. Ouais. Ça peut être une boutique qui est partie du dropshipping. Par contre, c'est une boutique qui s'est réinventée et transformée. C'est-à-dire, le dropshipping, ça a été la méthode logistique pour faire le go-to-market. Et après, ils ont vraiment bossé le truc. Ils ont fait un gros branding autour de ça. Et ils ont acquis le budget qui leur permet de faire des dépenses au mois de janvier qui vont payer au mois de novembre.
Ce qui est Ouais, bien sûr. pas le cas de la plupart des e-commerçants qui sont héroïques, quoi. On va parler du dropshipping juste après, mais je voulais poser une question à Alicia. Alicia, donc toi, tu as toujours un œil sur les finances de tes clients, tu les accompagnes aussi là-dedans. L'impact du Black Friday sur le chiffre d'affaires annuel. Déjà, comment on prépare? Parce que j'imagine qu'il faut de la trésorerie aussi pour préparer un Black Friday. Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Et puis, peut-être, quelle est l'incidence d'un quatrième trimestre de manière générale sur le e-commerce? On sait que le Q4, tout le monde dit bon Q4, on se le souhaite tous, etc. Que ce soit en e-commerce ou d'ailleurs même dans la vente de formation. Mais en gros, financièrement, c'est quoi les enjeux et comment on prépare tout ça? Alors déjà, nous, dans les stratégies qu'on développe, on essaie quand même d'être assez constant toute l'année. Effectivement, comme l'a dit Gab tout à l'heure, le Black Friday doit être comment dire, un complément, un bonus plutôt qu'une attente. On travaille pour être prêt pour le Black Friday, bien évidemment, mais on compte pas forcément dessus. On va essayer toute l'année d'arriver à avoir un ROI plutôt stable et des résultats plutôt stables. Ce qu'on fait en général, c'est au mois d'août, par rapport à la trésorerie, notamment, comme tu l'as évoqué, c'est qu'on fait un plan prévisionnel. On regarde par rapport aux objectifs du client, quels vont être ses besoins de trésorerie pour pouvoir l'anticiper au maximum. On se retrouve, Yoann connaît bien, à des moments où on a des problèmes de carte bleue parce que les plafonds sont pas assez hauts. Donc, on va anticiper tout ça au mois d'août et préparer le plan d'attaque. Donc, faire un prévisionnel, 2, vérifier que les plafonds de cartes soient bons et avoir plusieurs cartes à utiliser. Et 3, on va aussi avoir un aspect un peu psychologie et mindset en expliquant aux clients que aujourd'hui, oui, on va faire un gros chiffre au Black Friday, mais qu'il faut pas non plus compter là-dessus. On a eu la chance tous les 4 de vivre il y a les 3 dernières années des Black Friday incroyables qui ont peut-être aussi fait en sorte que les gens connaissent les 30% dont tu parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a 4 ans en arrière, c'était beaucoup moins que ça. Et du coup, ça, on l'a perdu parce que il y a plus le Covid et les gens reprennent une vie plus ou moins normale. Et je pense que c'est pour ça qu'on perd aussi des ventes là-dessus, enfin de la réussite là-dessus. Et également aussi la date. Là, on a démarré, c'est le 24. Le 24 novembre, la plupart des gens, ils sont à poil financièrement. Donc, il y a toutes ces choses-là aussi qui font que on doit plus compter sur Black Friday. Et si je peux ajouter aussi sur ce que disait Gab par rapport à l'intention de recherche, nous, on travaille beaucoup sur, on tape sur Google, on sort et les clients achètent. J'avais des sites qui historiquement travaillaient bien, donc les 2-3 dernières années, les Black Friday étaient magnifiques. Et là, c'était pas bon. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je me suis amusé à faire? Regarder les volumes de recherche. On avait des moins 30 et moins 40%. Donc ça explique vraiment cette baisse un peu générale. Bien que c'est bien mieux qu'il y a 2 mois en arrière, on reste quand même sur des chiffres, on va dire, plutôt raisonnables et on n'explose pas au niveau du Black Friday. Et c'est hyper intéressant. Je remarque le même comportement. Tu disais tout à l'heure, faut pas croire que le Black Friday, ça va être votre quotidien tout le reste de l'année. En fait, si tu regardes les gens qui faisaient du business pré-Covid et ensuite qui ont lancé des business, il y a eu une euphorie de dingue. On a tous gagné beaucoup d'argent à ce moment-là. Et puis ensuite, ça s'est calmé. Et là, tout le monde était en dépression. En mode, c'est bon, Internet est cassé, on peut plus faire de business. Alors, c'est vrai que c'était relou parce que les pubs étaient très chères, la conversion était plus faible, etc. Mais en fait, ce qu'on a oublié, c'est qu'on revenait à la normale. Et on avait pris ça comme c'était maintenant notre quotidien. Ah non, notre quotidien, maintenant, il est plus compliqué. Et donc ouais, c'est vrai, on a tendance à… Et ça, je pense que c'est lié à une sorte de biais de confirmation qu'on doit avoir par rapport à nos chiffres. Je sais pas, vous, vos business pendant le Covid, là, t'en parlais tout à l'heure, Alicia, ça a donné quoi en termes de volume? Est-ce que vous avez vraiment ressenti un plus, soit pour vos clients, soit dans vos propres business d'ailleurs? Moi, c'est vrai que j'allais rebondir sur ce que tu as dit, c'est qu'on était dans un marché buggé en fait. Par contre, la nuance que je veux ajouter, c'est que ça veut pas dire qu'on peut avoir des gros résultats. Ça veut juste dire qu'avant, il suffisait d'être mauvais moyen pour avoir des gros résultats. Ouais. Et que maintenant, le marché reste énorme, mais si t'es bon. Et si t'es vraiment bon et que tu fais ce que les autres ne font pas, là, tu vas exploser, c'est sûr. Que tu sois dans la formation ou que tu sois dans le e-commerce ou n'importe quel autre type de business. C'est juste que le marché se débug, la concurrence augmente et donc on peut plus faire le truc à l'arrache, quoi. Et pendant le période Covid, oui, je pense que ici on a tous eu des trucs qui ont explosé, mais c'était complètement irrationnel. Tu faisais un truc nul et ça fonctionne, tout fonctionnait, quoi. Mais on est d'accord que c'était devenu la normale. Enfin, nous tous, je pense que là aujourd'hui, on a compris que c'était pas le cas, mais on a mis du temps à le comprendre en fait. Ah oui, c'est clair. On s'était tous dit bon ben voilà, c'est la folie et on travaille pour ça, quoi. Vous connaissez l'histoire, hein, pendant le Covid, on fait Spicy de manière très très manuelle. On code le plugin, etc.
pré-Covid, on fait un truc tout propre, tout beau, etc. D'ailleurs, on lui donne un nom et au final, ça me coûte 600 000 balles l'histoire, quoi. Donc, ouais, moi, en tout cas, je l'ai vécu douloureusement. Et puis, j'ai pas lâché le truc de suite, quoi. Vraiment, il a fallu que ce soit le comptable qui me dise non, ben, en fait, il faut vraiment lâcher ce projet, tu es en train vraiment de perdre des sous, tu ne te referas pas. Et donc ouais, moi, je l'ai vécu à mes dépens, la décompression Covid. D'ailleurs, Johan, tu me l'avais expliqué un peu à l'époque, comment ça s'est passé les algos, en fait. Parce que les algos, ils étaient habitués à avoir beaucoup de monde sur Internet à un instant T. Et en fait, les CPC sont montés, ils sont pas redescendus, il y a eu moins de volume. Enfin, comment toi, tu peux l'analyser? Est-ce que d'ailleurs, t'as pu en parler avec les mecs de Google, par exemple? Ouais, bah en gros, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, il y a eu une explosion du volume de requêtes. Donc ça monte, mais il n'y a pas le nombre d'annonceurs qui montent au même moment en fait. Donc ceux qui étaient là déjà et qui ont eu leur boost, ils se sont gavés. Et après, ce qui s'est passé, c'est que bah, comme sur n'importe quel marché, quand des acteurs voient des gens qui se gavent sur un marché, bah, ils y vont. Donc, donc plein d'acteurs sont arrivés et bah, évidemment, ça a fait exploser les CPC. Sauf que quand le Covid s'est terminé, bah, le nombre de requêtes il a commencé à baisser, le nombre d'acteurs est resté au même niveau. Double augmentation de CPC. Quand tu vas à la boulangerie, que tu vas acheter une part de tarte, bah, s'il n'y a qu'une part, elle coûte plus cher que quand il y en a 12. Bah, c'est exactement le même principe. Donc en fait, il y a eu un double effet. Donc alors en gros, ceux qui étaient là au début, avant, ils se sont gavés et ils ont pris une petite tarte et après, ils sont revenus à la normale. Ceux qui ont le plus gros problème, c'est pour ceux qui sont arrivés pendant le Covid en se disant on va se gaver nous aussi. Et en fait, eux, bah, ils ont peut-être pris un peu, mais après, ils se sont cassés la gueule. Et il y a pas mal de sites qui sont montés pendant le Covid et qui ont fermé après parce que quand tu reviens à la normale, et en plus, il n'y a pas eu vraiment un retour à la normale. Il y a eu on était là, c'est monté là, et puis c'est redescendu là, en fait. Parce que la concurrence était tellement forte que on ne pouvait pas garantir les mêmes volumes, en fait, aux annonceurs. Toujours pareil, je parle que de marketing intentionniste, là. Et donc, du coup, après, ça a mis une petite année à revenir à la normale d'avant le Covid. Et Alicia, toi, à ce moment-là, tu étais dans le groupe, tu étais proche d'Enzo, vous formiez beaucoup de e-commerçants, donc tu as vu pas mal de gens se lancer. Là, aujourd'hui, est-ce que tu en vois toujours autant des gens qui se lancent? Est-ce que le e-commerce, c'est une bonne idée maintenant, dropshipping ou pas dropshipping, pour se lancer dans l'entrepreneuriat digital, pour lancer un business en ligne? Quel est ton avis par rapport à ça? Alors, la question, ça va être, c'est une bonne idée par rapport à quoi? Je pense que ça dépend vraiment des profils des personnes. Pour moi, ça fait partie des top 5 business à lancer en ligne pour se lancer en ligne, effectivement. C'est pas le meilleur, selon moi, pour une grosse raison qui va être la marge produit et la notion de produit, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est mieux à vendre du digital qu'à vendre des produits physiques, pour des problèmes de SAV, problème aussi de qui est le consommateur, problème de marge également, et de gestion financière tout simplement. Donc c'est pas le meilleur business à lancer sur Internet, si on veut se lancer sur Internet. Par contre, ça reste un business qui fonctionne à condition de travailler. C'est-à-dire que le dropshipping / l'e-commerce n'est pas un travail où on bosse qu'1 heure par jour. Clairement pas. Mes clients peuvent se le permettre parce que du coup, nous, comme on se substitue à eux dans la gestion de site, du coup, eux, ils peuvent se permettre de ne pas bosser sur leur boutique. Mais quelqu'un qui veut se lancer là-dedans et pas que ça lui coûte de l'argent et récolter tous les fruits, il va falloir qu'il bosse 5, 6, 7, 8 heures par jour. Clairement, aujourd'hui, un e-commerçant qui gagne sa vie, c'est un e-commerçant qui travaille. Ceux qui se la coulent douce, ils ne gagnent pas leur vie. Je suis intransigeante là. Il y a une question de capital aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement, pour pouvoir déléguer et puis pour pouvoir apprendre. Il y a une notion aussi quand même de barrière à l'entrée, j'imagine. Et du coup, s'il faut bien démarrer par quelque chose. Donc du coup, quelle est la compétence du coup que au moins le fondateur doit avoir et que il peut déléguer ensuite les autres. Mais d'après vous, là, si on fait un petit tour de table, c'est quoi la compétence clé en fait? Gab, peut-être? Moi, je pense que c'est vraiment savoir piloter un business. Avant, le e-commerce était un des meilleurs, je pense, pour se lancer. Et tu pouvais partir avec quasiment pas de capital et avoir un résultat. Aujourd'hui, je pense que c'est clairement l'inverse. Je pense que ça reste une bonne idée. Et encore, après, il y a plein de stratégies, donc ça dépend, évidemment. Mais maintenant, il faut le voir comme un business à part entière. Moi, il n'y a aucun projet qu'on lance sans un capital minimum et qui est très éloigné de ce qu'on vendait il y a 2-3 ans. Avec 500 €, tu peux démarrer quelque chose qui va monter à plusieurs dizaines de milliers. Pour moi, les business qui vont faire ça, ça reste très anecdotique.
Donc pour moi, la compétence clé aujourd'hui, c'est d'avoir déjà eu un business, de savoir comment ça fonctionne et de savoir comment tu le structures, quoi. Ok. Et justement, en capital, tu sais à peu près estimer. C'est toujours la question que tu lis dans la FAQ de Yomi et de tous les vendeurs de formation de dropshipping. C'est avec quel capital je dois commencer? Toi, comme ça, de ton retour d'expérience. Je dirais un grand minimum de 5 000 euros. Combien, pardon? 5? 5K, ouais. Grand minimum. Ah, ok. Ok, très clair. Surtout si c'est tes premiers et que du coup, tu sais qu'il va falloir que tu dépenses pour rater, quoi. Très clair. Johan, ton avis là-dessus, quelle compétence, la compétence clé, là, si je démarre l'entrepreneuriat digital par le e-commerce, tu me conseilles de me former sur quel pan de l'activité? La recherche de niche. C'est vraiment trouver la niche. Parce que moi, j'ai vu pour le coup, on en accompagne énormément et j'ai vu des gens avec pas énormément de compétences réussir à faire péter un truc juste parce qu'il y a eu un coup de poker et qu'ils avaient trouvé la bonne niche, tu vois, le bon filon et les bons produits. Et d'autres qui sont très bons et puis bah ils ont juste une niche de merde et du coup ça va pas quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Si t'as pris la mauvaise niche, ça marchera jamais. Tu peux même être le meilleur dans tous les domaines. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est de trouver la bonne niche. Et après, c'est d'être vraiment polyvalent parce que quand tu as un business e-commerce, tu as du SAV, du SEO, du SIA, du CRM, du CRO, parce qu'il faut que ton site il soit propre. Il y a énormément de choses à au moins toucher du doigt. Ou autrement, il faut plus de capital pour te faire accompagner sur chacun des sujets, ce qui peut être assez coûteux au début. Donc c'est la polyvalence et vraiment la recherche de niche, c'est la première, pour moi c'est le premier, pour en avoir vu vraiment se foncer dans le mur, c'est vraiment important. T'aurais un conseil, pas un conseil extrêmement, enfin voilà, un conseil vraiment pour le débutant, la personne qui veut au moins comprendre le concept d'une niche et puis comprendre un peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu auras un outil à recommander, etc. Alors, évidemment, toi tu le fais de manière très poussée, du coup, ça te permet de faire des projections, etc. Mais sans aller aussi loin, mettre un premier pas dans la détection de niche, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors il faut utiliser trois choses assez simples. C'est l'outil SEMrush sans forcément prendre un abonnement très coûteux. Ouvrir un compte Google Ads, mettre une CB et avoir accès à l'outil de planification des mots-clés. Ok. Voir un peu les volumes qu'il peut y avoir pour chaque mot-clé. Donc Et on il met une faut pas CB, hésiter à faire des recherches. mais c'est pas, on ne dépense pas en fait, hein, c'est vraiment juste. Non, on ne dépense pas, Ouais. ça permet de débloquer au moins l'outil. Hmm. Sauf s'ils ont encore bloqué le truc, mais a priori c'est ok. Et surtout, faut pas utiliser que ça, il faut aller faire des recherches aussi sur Google. Tu vas taper les mots-clés, voir qui y a, quels sont les prix, est-ce que les prix que je vais avoir, moi, ils seront ok. Parce qu'on peut très bien trouver une niche où effectivement, il y a du volume, ça a l'air d'être ok, mais quand on tape les mots-clés, on voit qu'il y a, je sais pas, Temu par exemple, Ouais. qui a les 12 Les positions. enculés. Et là, tu sais que t'es mort, ça sert à rien d'y aller. Les enculés de Temu. Les enculés de Temu, même. Un gros mot, tiens. Et du coup, Temu, ouais, tu peux, du coup, Alissa, apparemment, tu les connais bien. Donc, est-ce que tu peux nous les définir? Temu, charmant. c'est un acteur, un concurrent on voit partout. Tu tapes bicyclette, tu tapes bracelet, tu tapes poncho, tu tapes tout ce que tu veux. Il y aura Temu. En gros, c'est donc Johan, je pense il les connaît peut-être un peu mieux que moi. Je crois que c'est des Canadiens ou je pense que c'est des Américains, c'est ça? Chinois. Bon, c'est des Chinois. Ouais. Et leur politique, c'est quoi le terme, Johan, déjà que tu emploies? J'ai oublié. La terre brûlée. La terre brûlée, merci. La terre brûlée. Et en gros, ils mettent des. Quelle indignité. Ils tuent leur marge pour être les premiers partout. Donc ils nous ont fait mal. Sur Amazon on aussi. Les deux, mais ils nous ont fait très mal ces derniers mois. Vraiment. Ouais, mais là ils sont, c'est-à-dire que là, ils sont en train de se faire quand même un petit peu surveiller et ça risque pas de durer parce qu'en fait ils font clairement une politique de vente à perte. Pour en fait leur idée derrière c'est de choper le maximum de data, donc de mails, d'adresses, de téléphone, pour ensuite venir faire que du CRM. Donc là ils se gavent. Ils font des ventes clairement à perte parce qu'ils vendent, par exemple, j'ai vu ce matin, je voulais m'acheter un blender, ils vendent un blender à 8 euros, quoi. C'est juste, ils peuvent pas être rentables. Plus le prix du clic à 1 euro, c'est sûr, ils perdent énormément d'oseille. Mais ils se gavent de data, sauf que la CNIL et tout, ils sont pas trop ok, là, ils commencent à aller voir un peu ce qu'ils font. Donc on peut prier tous les dieux pour qu'ils se fassent shooter leur compte. Et qu'on revienne tranquille. Parce qu'il y a quand même certains marchés où ils passent de 0% de taux d'impression à 75%.
C'est-à-dire qu'ils ont 75% des impressions du marché, sur certains marchés. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est plus qu'un problème de propriété de la data. C'est surtout une histoire de concurrence. Là-dessus, ça peut même ils peuvent même demander à Google de limiter aussi le nombre d'affichage par requête, non? Non, ça je pense pas. Ok. Ça je pense que c'est pas possible. Moi j'ai certains clients où on est à 75% de taux d'impression. C'est ok, c'est juste que eux là ils y vont en vendant des trucs à perte quoi. C'est plus un logique DG-CCRF que c'est interdit de vendre à perte. Nous, on vend des break-even plus TVA, rappelez-vous, à la grande époque, en faisant du CRM aussi derrière et en faisant de l'upsell. Donc, c'était aussi une de nos stratégies, mais sur des plus petits volumes. Eux, du coup, tu t'estimes à combien de produits à peu près, là, Johan? Oh bah c'est plusieurs centaines de milliers. Ouais. C'est plus d'1 million. Donc, ils squattent toutes les niches, quoi. Par contre, c'est des génies en marketing derrière, parce qu'autant ils ont fait une politique de la terre brûlée sur l'acquisition, autant quand tu te plonges un peu dedans, en fait, ils sont en train de créer un nouveau mode de consommation interne à leur application, en fait. Ils ont gamifié tout l'achat. Moi, je vois plein de gens autour de moi qui sont en train de devenir accros à l'appli, parce qu'en fait, ils ont mis des jeux à l'intérieur qui permettent de déclencher des réductions. Il faut jouer tous les jours, sinon tu perds ton avantage de la veille. Donc, ils sont en train de devenir presque pas un réseau social, mais vraiment une application à part entière. Et donc là, une grosse partie des utilisateurs sur lesquels ils ont fait de l'acquisition à grosse perte, ils sont en train de les rendre pas clients, mais accros en fait. Alicia, du coup, on t'a coupé un peu le bâton de parole. Pour toi, la compétence clé pour se lancer là en 2024 maintenant, parce qu'on y est presque en e-commerce, quelle est la compétence clé d'après toi? Être chef d'entreprise, tout simplement. Genre, en gros, aujourd'hui, pour moi, lancer un e-commerce, dropshipping ou autre, c'est comme avant, ouvrir une boutique dans un centre-ville ou dans un centre commercial où il faut avoir une notion de prévisionnel financier, une notion de quelles compétences il me faut, combien j'ai besoin d'argent pour me lancer, donc ça va avec le prévisionnel. En gros, il faut être un vrai chef d'entreprise et pouvoir avoir plusieurs casquettes. Et le plus est d'avoir un des métiers nécessaires à l'activité, donc soit gestionnaire de pub, soit bon en référencement naturel, soit également une expérience dans les achats de produits, parce que ça aussi, ça va jouer dans l'activité. Voilà un petit peu, je vois pas quoi d'autre on pourrait ajouter comme compétences clés, mais essentiellement, ouais, être chef d'entreprise et savoir s'adapter, quoi. En gros, l'e-commerçant qui fonctionne aujourd'hui, c'est le mec qui a 20 ans, qui avait une boutique de fringues qui explosait dans un centre commercial, quoi. Ok. Et de ce que j'entends là, de vous trois, vous êtes à peu près d'accord. Moi, je partage exactement le même point de vue. C'est de moins en moins un truc d'opportuniste, en fait, le e-commerce. C'est un peu ce que je retiens. Et du coup, quid des formateurs? Parce que bon, là, pour le coup, on est dans mon domaine, on vend beaucoup de formations, nous. Quid des formateurs qui vendent ça comme une martingale, comme un quick win? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, moi, il y en a certains, des très gros dont je suis ami, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais quel est ils ont de grands pouvoirs et du coup, de ces grands pouvoirs, ils sont censés avoir une grande responsabilité, comme dit l'autre. Donc, c'est quoi ton avis, Alicia? Pour moi, il y a deux écoles, on va pas donner de nom. Il y a l'école intentionniste et l'école, j'ai plus le mot, interruptionniste. Clairement, aujourd'hui, sur le marché, on a 80% d'interruptionnistes. Et les interruptionnistes prônent encore le dropshipping facile. Et les copains qui font ça, on sait pertinemment qu'ils vendent des formations aux alentours de 1 000 euros. Et en gros, la promesse, c'est deviens libre avec le dropshipping et gagne 5 000 euros par mois. Pour moi, c'est limite du mensonge à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a 10% des gens qui arrivent à la promesse et le reste, c'est juste une porte d'entrée au business en ligne et ils font autre chose derrière. Je suis bien placé pour le savoir parce que ces clients-là, je les récupère et on leur apprend le métier différemment. Alors peut-être que je suis biaisé aussi par les deux écoles parce que la deuxième école, qui est du coup celle de l'intention, je suis assez proche des personnes qui peuvent l'enseigner et je crois plutôt à ça aujourd'hui, un business qui est périn et rentable sur le long terme. Et pour le coup, eux sont moins dans le mensonge de deviens libre grâce à l'e-commerce. C'est plutôt travaille dans l'e-commerce et tu gagneras de l'argent. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Et là, on est plus proche de la vérité. Et pour le coup, ça, il y a des vraies barrières à l'entrée. Tout le monde ne peut pas y arriver. Contrairement au premier, où là, tout le monde peut venir dans la formation, apprendre et appliquer. Fonctionner ou pas fonctionner, peu importe, mais il peut le faire. La deuxième école, il va falloir avoir un peu plus de compétences ou des moyens pour la développer. Ouais, moi je pense qu'on a un vrai problème qui est qu'aujourd'hui, pour arriver à faire de l'e-commerce, il faut que les gens sachent faire des choses qu'ils n'ont pas envie d'apprendre.
donc pas envie d'acheter en termes de formation. Donc en gros, aujourd'hui, l'e-commerce, ça peut être un super vecteur de développement. Par contre, si tu veux faire une offre sexy sur les compétences à avoir, c'est là où ça devient compliqué pour de la formation. En revanche, il y a quand même un boulevard parce que ça devient de plus en plus technique, peu importe les sujets. Qu'on soit sur de l'acquisition, qu'on soit sur de la tech, qu'on soit sur de la relation client, tous les sujets se complexifient, donc il y a matière à apprendre des choses. La problématique, c'est comment est-ce qu'on concilie ça avec le marketing? Parce que c'est vachement plus difficile de vendre une formation, admettant sur Google Ads qui est très technique et qui, elle, va t'amener au résultat, que de vendre le 5 000 € par mois en 30 jours, quoi. Et je pense qu'on a un problème parce que je sais pas comment le marché va pouvoir s'adapter à concilier ces deux mondes. Mais s'il y arrive, il y a des vraies opportunités. Et aussi, les gens sont de plus en plus éveillés, c'est-à-dire que ceux qui vont tester l'e-commerce, au final, ça, ils vont vite le comprendre. Tu comprends très vite et donc tu investis derrière. La question, c'est comment est-ce qu'on évite justement que tout le monde refasse la même erreur et qu'on puisse dès le début les accompagner dans ce sens-là, quoi. Il y a un modèle économique qui a pas été, enfin, je ne crois pas l'avoir vu. Après, il y a des soucis légaux, entre guillemets, tout ce qui est appel public à l'épargne, etc. C'est hyper encadré en France par l'AMF. Mais si, admettons, j'ai un e-commerce qui cartonne, j'ai besoin de financer mon BFR, j'ai besoin de financer ma trésor. Pourquoi ne pas titriser cette trésorerie? Pourquoi ne pas faire un produit financier où les 1000 balles au lieu de mettre 1000 balles dans une formation, pourquoi je n'apporte pas 1000 balles en trésorerie à un e-commerçant qui lui-même va faire du levier et je vais prendre un rendement là-dessus. Il y a un petit côté gambling, il y a un petit côté casino, un petit côté trading, mais en fait, c'est un peu la même chose parce que quand j'achète une formation 1000 €, déjà, il y en a très peu qui l'ouvrent, il y en a très peu qui les finissent, il y en a très peu qui passent à l'action, hein, on le sait, hein, on le voit, quelles que soient les thématiques. Donc, en plus de ça, si le marketing est agressif, que les promesses elles sont un peu belles, etc., on sait qu'il y a encore moins de passage à l'action. Et donc, quitte à jouer à la roulette russe avec son oseille, pourquoi pas le prêter à des boutiques qui en ont besoin. Là, je vois le truc comme ça. Avec Johan, on a collaboré avec Tudigo. Eux, ils font ça sur la levée de fonds de start-up, mais pourquoi ça se fait pas pour des e-commerçants? Johan, je sais pas ce que tu en penses aujourd'hui. Le sujet du BFR, le sujet de la trésor sur les grosses marques, c'est quelque chose que tu rencontres? Ouais, ça arrive. Alors peut-être pas sur les très grosses, mais ça arrive sur certains annonceurs qui vont te dire, peut-être tu vois les campagnes qui sont rentables, on dit on accélère. Non, parce qu'on n'a pas la trésor en fait, quoi. Et putain, c'est vrai que ça peut être frustrant de se dire, ok, là tu pourrais y aller, mais tu vas pas parce que tu vas devoir payer tout de suite et du coup c'est compliqué, quoi. Sur les grosses marques, ils ont un peu moins le cas parce qu'elles arrivent à avoir des deals avec Google où elles payent à 90 jours, donc elles peuvent, tu vois, un peu plus gérer leur argent. Mais c'est vrai que les plus petites boîtes qui vont payer en CB Google directement, et ils vont tout de suite, une fois qu'ils ont fait leur investissement pub, ils payent et ils reçoivent l'argent que plus tard. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Il y a 2-3 acteurs qui le font, ça, j'ai plus les noms en tête. En gros, ils proposent des aides financières pour les DNVB, pour les marques de dropshipping, les marques e-commerce. Il faudra que je trouve les noms, peut-être qu'on pourra les avoir avant la diffusion du podcast. Mais du coup, c'est deux choses différentes parce qu'on parlait de lancement et après en activité. Pour moi, c'est deux moments différents. Genre, en gros, on a on n'a plus Gérald. on n'a plus d'autres. On prend le contrôle du podcast. Allez, c'est la fête, les gars, on va s'amuser. On le contrôle des gros mots, on le contrôle du podcast. Je peux continuer ce que je voulais dire. En gros, Gérald, il explique un problème qui vient après, qui n'est pas forcément au lancement de la boutique. Oui, c'est au scaling, ça. Pardon? C'est au scaling, quoi. Ouais, voilà, tu commences à vouloir scaler et il y en a qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas la trésor pour pouvoir scaler alors qu'ils pourraient. C'est ça. Et du coup, il existe 2-3 acteurs. Je retrouverai les noms, je te les communiquerai, Johan, et peut-être qu'on les mettra en commentaire du podcast. Et il y a pas mal de conditions, mais du coup, ils prêtent de l'argent pour les aider à scaler, tout simplement. Et pour ceux qui démarrent, cool. Pour le coup, je trouve ça intéressant au lieu de mettre 1000 € dans la formation, de mettre 1000 € en investissement de la poche de la personne pour créer la boutique, etc. C'est un peu ce que nous, on vend dans l'agence. En gros, on a pas mal vendu de sites clés en main à des personnes qui ne savaient rien faire. Et c'est nous qui gérons pour eux toute la gestion de la boutique. Donc, en gros, ces gens-là n'ont jamais eu rien à prendre à l'e-commerce. Pourtant, ils ont un business dans l'e-commerce, quoi. Ouais, mais c'est des gens qui ont du cash au départ quand même. Totalement. La condition, c'est d'avoir du cash, effectivement. C'était mon point de tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, sans cash, c'est compliqué, quoi.
Soit tu apprends tout, soit tu sais tout, soit tu dégages. Du cash ou du temps. Et même si tu apprends tout, Gab, aujourd'hui, quelqu'un t'a dit 5000 € tout à l'heure minimum, je pense que tu as raison, en comptant que la personne fait son site internet elle-même. C'est pour Parce ça que j'ai que dit grand minimum. Pour moi, c'est beaucoup plus en soi. Hein. c'est ça, et même 5000 €, tout le monde n'a pas. Enfin, ceux qui prennent les formations de dropshipping à l'ancienne, dont on a parlé tout à l'heure, à interruptionniste, si je puis dire, eux, on leur promet de démarrer avec 500 €. Clairement, avec 500 €, bah, tu fais 3 jours de pub, et si t'as pas trouvé le bon produit, bah, t'es mort en fait. Aujourd'hui, se lancer dans l'e-commerce, ça équivaut à, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça équivaut à se lancer dans le commerce il y a 15 ou 20 ans. Et donc, il faut pas partir avec 1000 € en poche. Gabriel, tout à l'heure, il disait minimum 5000, mais 5000, c'est vraiment le strict minimum parce que on va devoir faire son site tout seul. Les 5000 € servent à payer des logiciels, à payer les premières publicités, éventuellement les premiers achats également de marchandises, et c'est le strict minimum. Donc, la conclusion est de dire sans argent, ne te lance pas dans l'e-commerce, quoi, quel que soit ton niveau de compétence à ce jour. Même si tu as fait 10 ans d'e-commerce, quoi. Si aujourd'hui tu es à poil, trouve des financements, quoi. Et tout à l'heure, Gab, tu parlais je partage à 1000% hein, ce que vous dites là. Et d'ailleurs, je sais que c'est bien de remettre les pendules à l'heure là, à ce moment-là, parce que dès que je fais un podcast sur le e-commerce, j'ai plein de potes, genre les genres de potes avec qui j'étais à l'école, qui écoutent mes podcasts, qui me disent « Ah, je veux me lancer dans le e-commerce, qu'est-ce que tu en penses ?» À chaque fois, je dis « Ouais, c'est la fausse bonne idée. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est pas autant une martingale que ce que tu peux lire sur des panneaux dans le métro, par exemple. Le Gab, tout à l'heure, tu nous parlais de l'expérience utilisateur du site chinois dont j'ai oublié le nom, Temu, je crois. Et donc, c'était assez ouf. Et juste avant, en off, tu nous parlais encore d'une expérience de consommation que tu as vécue ce week-end. Et donc, est-ce que tu nous en dis un petit peu plus? Du coup, ouais, ça n'a rien à voir avec le business en ligne. Avec Gérald, en ce moment, on parle beaucoup d'agences productisées. Une agence productisée, en soi, c'est un terme marketing, mais c'est pour dire une agence qui fait du service et qui a structuré son produit pour que ça file droit et qu'il y ait des process de partout. Et donc, ce week-end, il m'est arrivé une aventure, c'est que j'ai eu un problème avec les canalisations de ma maison. Et donc, j'ai dû trouver une entreprise pour régler ce problème. Et j'avais vraiment pas envie de gérer ça samedi. J'étais blasé, mais j'ai quand même appris vachement de trucs parce que je suis tombé sur une masterclass en termes de productisation d'un truc qui est vraiment pas sexy, à savoir la plomberie, quoi. Donc, j'ai mon problème. Évidemment, je vais sur Google. Premier truc, l'acquisition, elle est nickel. Je tombe dessus direct. Le site, c'est une agence nationale. Mais quand tu es dessus, en fait, ils ont fait du branding par territoire. Donc, l'acquisition est incroyable. Il y a des photos, moi je suis en Auvergne, donc il y a des photos du Puy-de-Dôme. Il y a des photos des mecs. Enfin, tu as l'impression d'être chez le plombier du coin. Ensuite, le process pour transformer, donc faire de la conversion, c'est un numéro de téléphone. C'est une centrale nationale. Tu appelles, en 30 secondes, tu as un mec qui sait exactement quel est ton problème et qui te dit exactement quand est-ce qu'il va le résoudre. Et donc, de manière rapide, dans les 2 heures, en gros, exactement à quel prix. Moi, je sais pas du tout faire des travaux. En général, dès que je dois faire un plombier ou je sais pas quoi, l'angoisse du prix à la fin où tu comprends même pas ce que tu as acheté, c'est une horreur. Là, tu as une grille tarifaire, tu as 3 prix. Tu te dis, si c'est ça, ça va te coûter tant. Au maximum, ça va te coûter tant. Donc là, je me dis, ok, ça part bien. Et c'est vachement bien fait. Et après, jusqu'à la livraison, c'était que des petits détails, mais incroyables. Je raccroche. Tout de suite, dans mes mails, j'ai un rapport du truc de l'intervention qu'ils vont faire. Juste après, j'ai un SMS qui me confirme l'heure de passage. Quand le gars, il part de sa précédente intervention, je reçois un SMS pour me dire, je suis là dans X minutes. Et le mec était à l'heure. Il arrive, un branding de fou, ils avaient tout, les tenues, les machins, au branding de la boîte. Il arrive, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il te fait de la pédagogie pour t'expliquer ce qu'il va faire, mais avec des mots simples. Donc, moi qui connais rien, j'ai réussi à comprendre. Surtout, en 20 minutes, il traite ton problème. Comme prévu, à la fin, c'est le tarif qui était annoncé, donc pas de surprise. T'as ni négocié au début, ni négocié à la fin. Là, tu oublies les chèques, les machins, tu peux payer par carte bancaire. Le gars, il dit pas de souci, je t'envoie un lien PayPlug, ou je sais plus quel truc, l'équivalent de Stripe, quoi. Tu reçois, tu mets ta carte bancaire, tu payes. Donc ça, la conversion finale. Et après, le referral, le mec tout de suite, il me dit, ok, le problème que vous allez avoir, certainement que les autres maisons, parce qu'elles ont toutes été faites en même temps, vont l'avoir. Donc le mec me laisse des flyers pour que je puisse le donner aux autres personnes. Donc il actionne son referral comme ça. Et à la fin, dès qu'il part, je reçois un truc d'intervention cadré avec tous les détails machin pour les assurances juste à transmettre. Et après, des espèces d'enquêtes directement d'évaluation sur un NPS quoi, de la prestation. Mais genre, au début, j'étais complètement perdu. Et de bout en bout, le truc était tellement structuré que j'ai vécu, je pense, la meilleure expérience client de l'année de tout ce que j'ai acheté.
Et eux, en fait, ils ont réussi à faire d'un truc où tu te dis, c'est impossible de savoir à quel prix on va se vendre, à un produit, ils font toujours la même chose. Et ils en font des dizaines par jour, et dans toute la France. Et je trouvais ça incroyable. On pourrait se dire, des gens qui ont les canalisations qui déconnent, il y en a partout, mais c'est rarement plusieurs fois les mêmes. Et donc ouais, il y a tes voisins qui vont peut-être avoir le même problème parce qu'en effet, les maisons, elles ont été construites en série. Mais en gros, c'est quoi leur intérêt, hormis le fait de bien dormir la nuit et de bien servir le client? D'un point de vue marketing, comment tu vois le truc? Parce que moi, le plombier, j'en ai appelé qu'une fois dans ma vie, quoi. Bah, Donc en fait, en termes de repeat, je sais même pas, tu vois. bah, leur gros intérêt, c'est surtout qu'ils délivrent cher quelque chose qui prend 10 minutes. Hein. C'est que vu qu'ils te donnent le prix, j'ai aucune idée de combien ça m'aurait coûté en passant par un artisan. Et c'est dans ces trucs d'agence productisée, pour moi, c'est tout ce que je trouve qui est bien, c'est que c'est le bon équilibre entre le service et le SaaS. C'est que c'est un SaaS, si on revient au business en ligne, que tu peux vendre plus cher parce que tu le productises, mais moins cher qu'une prestation. Le SaaS, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel en ligne. C'est ça. C'est ça. Ce qui veut dire, Gérald, c'est en gros comment tu fais que les gens achètent en fait. Et je pense qu'on se méprend sur une chose. Nous, on connaît bien nos business, on connaît bien nos écosystèmes, mais il y a un monde ailleurs en fait. Et clairement, un plombier, un chauffagiste, tous ces mecs-là, leur carnet de commandes est rempli en fait. Et leur problématique n'est pas trouver des clients, mais c'est plutôt comment faire pour arriver à caler un maximum de personnes dans l'agenda. Et tous ces métiers-là, c'est ça le cas en fait. Parce que en gros, la demande, elle est là tous les jours. Il y a des exemples comme ça, j'en ai peut-être des dizaines, voire des centaines, sur des business où nous, c'est pas notre quotidien, où on l'a appelé une fois dans notre vie, et peut-être même on l'a jamais appelé notre vie. Mais après, il y a une réalité parallèle, si je puis dire, une réalité tout court, où il y a des gens qui bossent là-dessus et qui croulent sur les commandes, quoi. Mais dans cet exemple, le fait que ça soit très cadré, en gros, effectivement, ça rejoint ce que tu vas dire, ça leur permet de faire beaucoup plus dans la journée. Et s'ils sont bons en acquisition, en fait, ils vont prendre une grosse part de marché. Parce qu'il faut se rendre compte que toutes les actions là que j'ai listées très rapidement, en gros, ça aurait peut-être doublé, faire 2 ou 2,5 le temps de la prestation s'il avait dû tout faire à la main. Tu vois, s'il y avait eu une friction pour avoir l'adresse, ou une friction pour trouver le truc, ou une friction pour envoyer la facture, ou pour le paiement, ça va super vite. Et donc, en fait, tout est optimisé. Donc, ça veut dire qu'il peut en faire 2 fois plus dans une journée, ou 3 fois plus. Et s'il est bon en acquisition, il peut prendre 50-70% du marché. Ouais, en fait, sa livraison n'est pas un goulot d'étranglement en fait pour son business, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Exactement. C'est tellement optimisé que ça ne déborde pas. Pour tous ceux qui ont fait de la prestation de service, je pense qu'on l'a tous vécu à un moment où tu as une prestation et il y a un endroit où ça déborde, quoi. Où ça prend plus de temps que ce que c'était, etc. Et là, quand tu le cadres, ça peut pas dépasser. Il n'y a pas d'exception, en fait. Mais par contre, tu as itéré. Donc, tu as réfléchi à tous les aspects. C'est tous les petits détails que tu peux optimiser qui, mis bout à bout, font que c'est hyper complet, quoi. Il y a quelque chose comme 2 ans, j'ai commandé un portail électrique et une allée en goudron pour chez mes parents. Et c'est un truc qui coûte cher, c'est un truc qui coûte presque 40 000 balles en tout. Et au final, à ce moment-là, c'était drôle, j'étais en train de réfléchir comment je pouvais, donc en parallèle, hein, rien à voir avec ce truc-là, comment je pouvais améliorer mon time to sell, mon temps de vente. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui me contacte aujourd'hui, je fais un premier appel la semaine prochaine, je fais un deuxième appel dans 15 jours, il va prendre encore 3 semaines de réflexion, je sais pas quoi. Bref, au final, je mets longtemps à vendre. Et au même moment, je demande un devis à une entreprise, c'est une entreprise nationale, et le mec vient, et il m'a vendu en 1 heure un truc à 40 000 balles, sans faire de R2, sans qu'il me manque d'informations, mais sans du coup lui faire perdre de temps. J'avais un devis qui était clair, j'avais choisi mes options, j'avais un agenda, un calendrier qui était clair, etc. Et c'était processé. Et en plus, c'était pas un ingénieur commercial, c'était un artisan, un commercial, mais le mec, ça pourrait être un de nos darons, quoi, je veux dire. C'était pas sa spécialité d'être commercial. Son boulot, c'était de faire des allées et des portails. Et c'était processé de dingue. Il prend les métraits, il fait une photo, du coup j'ai une projection de ce que ça va donner, j'ai un devis exact, il va voir les différentes options que je suis obligé de prendre parce qu'il y a certaines spécificités sur le terrain, etc. Une clarté de dingue. Et donc ouais, comme tu disais tout à l'heure, Alicia, je crois tout à l'heure, aller regarder dans le business à côté, des fois ça nous permet d'améliorer nos process de dingue. Et en l'occurrence, mon process de vente, je l'ai amélioré grâce à cette expérience, quoi, cette expérience client, quoi. Tu vois que le point de vue avec nos 2 expériences, c'est que c'est 2 boîtes à échelle nationale qui ont un panel assez grand pour comprendre par cœur l'avatar, en fait.
Parce que c'est pas des génies, c'est juste qu'ils connaissent exactement, avant toi, toutes les questions que tu vas te poser et tous les problèmes que tu vas avoir. Et donc, le truc, ils l'ont fait 1000 fois, 2000 fois, ce qui fait que le 2001 client, et ben, le truc est parfait, quoi. Et ils l'appliquent après sur des réseaux de franchise, sur les territoires. C'est juste dingue. Là-dessus, j'ai une théorie. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un entrepreneur qui a une grosse boîte de conseils en strat. Je crois qu'il a plus de 500 collaborateurs, un truc costaud. Il fait de la transfo digitale. Et je lui posais la question et lui m'a répondu, mais je continue encore à y réfléchir. C'est est-ce que on fait grossir une petite boîte pour qu'elle devienne une grosse boîte ou est-ce qu'une grosse boîte, elle est née grosse boîte? Et je pense qu'en fait, avec ces process-là, c'est pas l'artisan du coin qui a scale. J'y crois pas à cette belle histoire. J'adorais en fait que ce soit vrai, mais à mon avis, tu vois un Basic Fit en termes de process. Ils font quoi? Ils vont dans des centres-villes. Ils vont, je sais pas si vous en avez vers chez vous, mais nous à Bordeaux, il y a que ça. Je sais que Johan, toi, t'es client d'ailleurs, je crois aussi. Ils vont dans les centres-villes au départ. Ils achètent du foncier. Ils mettent en place du matos. Ils ont en plus un système de financement, machin, etc. Ils ont un système de déploiement marketing, etc. C'est pas juste la petite salle de sport du coin qui a grossi en fait. Donc je sais pas quel est votre avis par rapport à ça. Est-ce que by design nos boîtes elles sont destinées à avoir la taille qu'elles ont? Johan, t'en penses quoi? En plus, dans une transformation, Johan, en plus en ce moment, tu es vraiment en train de structurer. Du coup, comment tu vois le truc? Ouais. Oui, bah après, c'est vrai que quand tu parles de Basic Fit, quand tu vois oui, tu vois qu'il y a des process de dingo et que les mecs, quand ils arrivent, ils ont leur cahier des charges et ils savent exactement où mettre la salle, où mettre les machines et tout est processisé. C'est une très bonne question. Est-ce qu'une petite boîte peut devenir une énorme boîte? J'essaie de trouver des exemples. En tout cas, dans le monde des agences, il y en a quand même. Alors après, ça dépend ce qu'on définit par énorme boîte. Mais moi, j'ai quand même vu des agences qui ont bien pété. J'ai commencé en 2010. C'était des agences où ils étaient pas beaucoup et ils sont devenus assez costauds, quoi. Et justement avec du process, quoi. Alors après, je pense qu'il faut différencier le métier de service et le métier peut-être De retail. de BTP ou de retail. Voilà, mais dans le métier de service, je pense que c'est un peu plus simple de devenir des énormes boîtes. Alors surtout si on fait du logiciel, ça peut vite du SaaS, ça peut vite scaler sur des échelles internationales. Dès lors qu'on peut s'internationaliser très vite et très facilement, ça peut scale beaucoup plus rapidement, quoi. Alicia, tu viens d'une famille de commerçants, toi, je crois. Je crois que restaurant, ouais, essentiellement restaurateur, je crois. Mais Ouais, comment tu vois... Comment, pardon? Oui, vas-y. Et du coup, comment tu vois par rapport à cette question-là, toi qui le vois aussi dans le commerce traditionnel, pas que le commerce en ligne, au niveau du passage à l'échelle, est-ce que tu penses que la boîte elle doit être designée déjà pour être grosse ou est-ce qu'on peut faire grossir nos boîtes? Est-ce que tu peux répéter? Ça a coupé juste à un moment donné, du coup, j'ai pas entendu un mot de la question. Est-ce que nos boîtes doivent être designées pour être grosses Ok. ou est-ce qu'elles peuvent commencer modestement et grossir? Alors moi, je pense que les deux sont vrais. C'est une question en fait de choix, de vision et de choix de vie, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, Johan, s'il veut devenir l'agence numéro 1 SIA en France, il peut le faire, clairement. Mais après, il y a un prix à payer derrière. Avoir des bureaux, avoir des centaines d'employés, payer beaucoup d'impôts. Bref, il y a un prix à payer. Est-ce qu'il est prêt à le payer ou pas? La plupart du temps, si on ne devient pas une grosse boîte, pour moi, c'est qu'on n'a pas choisi. Consciemment ou inconsciemment, c'est qu'on l'a pas choisi. Le boulanger du coin peut devenir Marie Blachère, clairement. Le restaurateur du coin peut devenir McDonald's. Pour moi, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est ce que tu choisis en fait de te mettre comme limite. On est beaucoup dans le mindset et dans la psychologie, mais je crois vraiment à ça. C'est une question de choix et de prix à payer et d'être conscient de ça en fait. Ouais, je ne sais pas si c'est le genre de réponse que tu attendais, mais en tout cas, c'est si, clairement. Ben, je le disais, là, je t'ai invité dans un podcast il y a 2 jours. On était venu à dire si tu veux la pluie, n'aie pas peur de la boue, tu vois. Mais c'est un petit peu ça. C'est un peu le truc à payer. Nous, cette année, on a à une plus petite échelle que les noms qu'on a cités tout à l'heure, mais on a fait moins de chiffre d'affaires que l'an dernier. Et pourtant, c'est une année qui est beaucoup plus agréable à vivre. Et donc, en fait, on était juste pas prêt à payer le coût de cette croissance, le coût de cette taille de boîte. Et donc voilà, on est parti un peu, on est reparti en arrière et on a testé notre limite et puis voilà, maintenant on est dans une zone qui nous est confortable. Donc pour l'avoir vécu à une petite échelle, je comprends grave.
Et pour rebondir là-dessus, je pense que vraiment, c'est pas évident de se positionner par rapport à ça parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, un peu, on va dire, 2.0, on est un peu drivé par des mecs comme, je sais pas, Elon Musk, Peter Thiel, tous ces mecs-là. Et la plupart d'entre nous veulent leur ressembler, en fait. Parce que c'est cool, parce que c'est bien d'être millionnaire, c'est bien d'être milliardaire. Mais en fait, posons-nous les bonnes questions, en fait. Et c'est pas forcément évident de se positionner en mode, moi, qu'est-ce que je veux vraiment, en fait? Est-ce que c'est moi qui veux avoir les mêmes succès qu'eux, ou est-ce que je fais ça pour mes parents, mes enfants, ma femme, ou pour l'image, en fait, tout simplement, quoi. Donc je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste qu'il faut bien se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on veut et à la vie qu'on veut, quoi. Ouais, je partage à 1000%. On va arriver à la fin de l'épisode. J'aimerais faire un petit tour de table pour connaître vos actus et puis savoir aussi où est-ce qu'on peut vous retrouver. Gab, est-ce que tu veux commencer? Quelles sont tes actus du moment en termes de business? Quels sont tes challenges même peut-être? Écoute, en ce moment, on travaille pas mal autour de ce terme d'agence productisée dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler de plus en plus parce que je pense qu'il va y vraiment avoir un shift dans ce sens-là au moins l'année prochaine et après dans les prochaines années. Donc beaucoup de réflexions par rapport à ça. Évidemment, on développe beaucoup la partie SaaS. On l'a vu ces derniers mois, donc la création de logiciels. C'est vraiment ce qui s'est développé dans le marché ces derniers mois avec l'IA qui est arrivé en plus, qui a donné un gros coup de boost à ça. Donc on a beaucoup d'itérations en cours là-dessus. Et voilà, donc pour l'instant, je suis encore dans une phase que le genre de boîte comme la mienne ont beaucoup d'être dans sa grotte à faire de la recherche et du test. Mais on devrait avoir des choses qui arrivent en surface au début 2024. Donc ça devrait être très cool. Et Super bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter éventuellement si on a un projet techno à développer ou même peut-être interagir par rapport aux choses que tu as dit le mieux, c'est soit via LinkedIn, via mon profil, soit via Instagram, Gabriel Lelec. Bon, très bien. On mettra les liens juste en dessous. Merci Gabriel. Johan, ton actu du moment? Moi, l'actu du moment, c'est la structuration là, et le développement de l'agence. Ça a été un gros challenge là, sur 2023. Parce que ouais, on était à peine 2, 1,5, 2, et là on est 4. Donc c'est c'est vraiment cet aspect structuration, process, et puis du coup accueil de nouveaux clients. C'était vraiment là sur 2023-2024, ça va être ces gros challenges là, quoi. Trop bien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Comme Gab, du coup, sur LinkedIn et Instagram, ça va être les deux leviers. Bon. Je sais que WhatsApp pour ceux qui... le site internet est en cours, je sais. Et le site internet est en cours par Gabriel et Julien, donc voilà, bientôt le site internet sera. Je vous conseille le. On mettra à jour la description. Je vous conseille le Johan. Combien des stories Gab divertissantes. Ouais, mon Instagram est un pro perso, hein. Non, mais c'est très bien comme ça. Très bien. On monte l'authenticité. Et du coup, on mettra le lien du site dès qu'il sortira. Donc, si vous écoutez l'épisode dans quelques semaines, Gab, si t'es pas trop en retard, il faudra qu'on puisse mettre le lien. Trop cool. C'est moi qui suis en retard. Hein. Ah, bon, très bien. Alicia, du coup, tes actus business et puis peut-être un endroit pour te retrouver. Yes. Actu, du coup, comme Johan, structuration de mon agence. Et l'actu qui me fait vibrer, c'est le lancement de ma nouvelle offre de consulting, pour laquelle je vais d'ailleurs vous écrire ce soir ou demain à chacun d'entre vous individuellement. Ouais. Et après, pour nos auditeurs, s'ils veulent me joindre, ça va être sur LinkedIn ou Twitter. Parce que malheureusement, je n'ai plus Instagram, puisqu'on m'a piraté mon compte. Donc jusqu'à nouvel ordre, j'ai plus d'Instagram. Je vois plus vos conneries sur Instagram. C'est très triste. C'est en plus ça l'histoire, le coup du piratage, et j'en entends de plus en plus. Donc en ce moment, faites attention. Et du coup, moi, je vais terminer côté Actu Business. On relance une promo Mastermind. Donc là, ça y est, on est sur les dernières candidatures, mais il y a toujours des possibilités de rentrer en cours d'année, puisque quand une personne part, il y a une autre qui peut pourvoir la place. Donc là, on a une promo de dingue. Donc là, vous le savez pas encore, mais moi, ça y est, j'ai l'effectif quasiment à 2 personnes près. Je sais qui sera là pour les 6 prochains mois, et ça se passe
Ça se passe plutôt très très bien ces recrutements, donc très content. Et puis sortie d'un programme début d'année, certainement courant du mois de janvier, qui va faire le pont entre ce que l'on fait dans l'incubateur et ce que l'on fait dans le mastermind. Donc c'est vraiment passer passer cette barrière qui est hyper symbolique des 10 cas par mois en service, donc vente de formation ou de service. Donc on a développé avec Alexis du coup qui m'accompagne là-dessus, on a développé une méthodologie pas à pas pour atteindre ces 10 cas par mois en vente de formation ou en vente de prestations de service. Donc voilà, et puis il y a pas mal de remaniements autour du podcast. Donc aujourd'hui c'était le premier de la nouvelle version des gros mots, mais il y a également d'autres choses qui arrivent. Donc ça fait aussi partie des actus. Donc voilà, n'hésitez pas à du coup interagir les auditeurs avec tous nos invités, hein. Donc Alicia, Johan, Gab, on va mettre tous les liens dans la description. N'hésitez pas à les remercier, ça leur donnera peut-être envie de revenir. L'exercice n'a pas été trop désagréable. En tout cas, merci les amis d'avoir joué le jeu, cette première. C'est vrai que vous mettiez les pieds dans un plat, vous ne connaissiez pas où ça commençait, où ça finissait. Donc voilà, votre ressenti, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau format? Alicia, peut-être? Moi, j'ai passé un super moment. Je suis un peu déçu que ça se termine. Je ne sais pas si c'est le cas de nos auditeurs. Bon, 1 heure, je pense que ça fait 1 heure, 1 heure et quart qu'on est ensemble, donc c'est suffisant. Et j'ai hâte de revenir et de faire ça peut-être en live autour d'un canapé avec un petit cocktail et qu'on puisse après continuer à rigoler ensemble et à rester ensemble parce que c'est décevant de vous quitter là tout de suite. Bon, à chaque fois, toi, dès qu'on est ensemble, dans tous les cas, tu t'aimes pas ça, hein, lâcher le truc. Mais je partage, c'est toujours un peu frustrant. Merci en tout cas, Alicia. Johan, du coup, ton ressenti sur ce nouveau format? Très cool, très sympa. Ça permet ce que je disais au début, du coup, ça s'est vérifié. On peut échanger et aller un peu en profondeur sur certains sujets. Donc moi, j'ai trouvé ça très sympa, très agréable. Je suis désolé, j'ai quelques problèmes d'internet, mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Il va y avoir un peu de montage parce que moi, j'ai carrément l'ordi qui a disjoncté, donc j'aurai un petit peu de taf pour briefer le monteur. Mais bon, Benoît, en tout cas, on s'excuse si jamais tu risques de passer une petite nuit compliquée. Yes, mais merci Johan et Gab, du coup, voilà, est-ce que du coup, toi qui es comme moi, on sature du format podcast, est-ce que là on tient quelque chose? Est-ce qu'il y a un début de quelque chose de bien? On tient carrément quelque chose, c'était très cool. On a été un peu trop sérieux, donc je compte sur les invités qui seront après nous pour relever ce niveau. Mais sinon, c'est très sympa. La prochaine fois, je vous envoie des petites fioles de Ginto à consommer 20 minutes avant le début de l'épisode. À rajouter dans le playbook. Puis voilà. Exactement. En tout cas, merci les amis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Les auditeurs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis surtout, à aller interagir avec nos invités. Ça leur fera, je pense, très très plaisir. À bientôt. Ciao tout le monde. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.